Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous une femme qui affiche son leadership dans la diaspora burkinabé. Elle est la présidente de l'association des Burkinabés de la diaspora Diafaso, Madame Barkissa Gira Thiebo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Guébré. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes burkinabé vivant au Sénégal. Oui. Apparemment, vous êtes parti très vite après le bac, c'est bien ça? Effectivement. Après le bac, que je me suis rendue au Sénégal pour rejoindre mon époux. Voilà. Après cela, je me suis inscrite dans une école de formation pour avoir un diplôme d'infirmière d'État. Et après cela, j'ai eu à exercer dans des structures de santé au Sénégal, dans des cliniques, des structures publiques. Et plus tard, j'ai préféré plutôt le domaine de la formation en sciences infirmières. Voilà, mais j'ai également une formation d'administratrice des hôpitaux et services de santé. D'accord. On rappelle que vous êtes doctorante en sciences infirmières et obstétricales, c'est bien ça? Effectivement. Option pédagogie et recherche à l'IFRIS? À l'IFRIS, qui est une école de formation burkinabé. Et le doctorat, c'est une formation en partenariat avec l'Université du Québec à Outaouais. Vous savez que les Canadiens sont les pionniers en termes de formation infirmière de niveau supérieur. Donc, le Burkina, à travers ce partenariat-là, je pourrais dire, détient le leadership de la formation infirmière de niveau supérieur, en tout cas en Afrique subsaharienne. C'est vrai que ça, c'est une idée, une formation jusqu'au doctorat dans le secteur pour les infirmiers. Effectivement, parce que bon, on a tendance à croire que les infirmières doivent rester toujours dans les soins et ne doivent pas évoluer. La recherche en sciences infirmières est très importante. Ça permet vraiment de comprendre les difficultés que non seulement le personnel infirmier rencontre, mais également de prendre l'avis des patients par rapport aux soins qu'ils reçoivent, en tout cas dans le cadre de l'amélioration même continue des soins en milieu hospitalier et dans le cadre également de la santé publique. En tout cas, sur ce plan, le Burkina peut être fier. Nous détenons le leadership de la formation en sciences infirmières du niveau supérieur ici en Afrique subsaharienne. Depuis le Sénégal, moi j'ai travaillé à nouer un partenariat entre l'IFRIS et l'Institut Santé Service, qui est également une école de formation d'infirmiers, la toute première privée, qui a été fondée par un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai travaillé à ce qu'il y ait un partenariat et des étudiants sénégalais suivent des cours en ligne au Burkina Faso. Voilà. Et l'Institut donc de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation, oui, c'est bien ça? Effectivement. Voilà, donc je suis la coordonnatrice à distance de cet institut depuis le Sénégal. Mais je suis en même temps étudiante. Voilà, parce que bon, les cours se passent en ligne et en présentiel. La semaine dernière, nous avons reçu le professeur Robert Bilteris de l'Université du Québec à Outaouais, de la faculté des sciences infirmières, qui est venu nous faire des formations. Je rappelle que c'est l'école qui forme les conseillers de santé actuellement de l'État pour en tout cas relever leur niveau, pour en tout cas améliorer la qualité des soins. Voilà, parce que récemment, l'OAS a sorti un curriculum de formation rehaussant le niveau des infirmiers à la licence. Avant la formation, c'était uniquement le BFM ou le BEPC, autant pour moi, parce qu'au Sénégal, c'est BFM. Avant, c'était le niveau de la terminale pour accéder à la formation. Maintenant, il faut avoir le bac, faire 3 ans et sortir avec une licence. Et après ça, normalement, pour pouvoir enseigner des étudiants en année de licence, il faut avoir des masters. Je pense que c'est dans ce contexte que l'État a envoyé les conseillers de santé pour cette formation et rehausser leur niveau, étant donné que les compétences aussi ne sont pas disponibles en Afrique, plus particulièrement au Burkina, parce que pour enseigner au niveau master, il faut des docteurs, et ça se trouve au Canada. Je pense que l'IFRIS a su, en tout cas, nouer ce partenariat avec le Canada pour pouvoir faire la formation ici au Burkina. Docteur en sciences infirmières obstétricales, c'est pour l'enseignement ou
Comment C'est pour pour l'enseignement. la pratique? C'est pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche en sciences infirmières. Je peux vous donner un exemple de thème de recherche. On pourrait par exemple s'intéresser à la communication entre patients et infirmiers, personnel infirmier. On va chercher à comprendre, à avoir en tout cas le point de vue des patients par rapport aux relations infirmiers-soignants. Ça permet en tout cas plus tard de mettre en place des procédures, d'écrire des textes qui vont permettre en tout cas d'améliorer, de mieux prendre en charge les patients. Ça c'est juste un exemple, mais il peut en avoir beaucoup. On peut aussi faire des recherches par rapport aux techniques de soins. Qu'est-ce qui explique par exemple le fait que le taux de maladie, comment je vais appeler ça, le taux de, il y a un terme pour ça, les maladies contractées à l'hôpital dues au fait qu'il n'y a pas d'hygiène. Donc ça aussi, l'infirmier peut en faire un thème pour comprendre exactement c'est quoi le problème. Donc ça rentre dans le cadre aussi de la santé publique. C'est vrai que le métier infirmier, il est capital, il est important, dans toute l'organisation du système de santé, mais effectivement, parfois un peu négligé ce corps de métier-là. Cette formation qui rehausse le niveau, c'est important justement. C'est important parce que on voit que les infirmiers plus tard quittent pratiquement le domaine des soins parce qu'ils aimeraient eux aussi évoluer. Maintenant, avec ce système LMD, on donne la possibilité à l'infirmier de rester dans sa profession, mais d'évoluer. D'évoluer en tant qu'infirmier cadre ou enseignant. Pour l'instant, le doctorat, c'est surtout dans le cadre de la formation. Mais pour ce qui concerne le domaine clinique, même pratique en tant que tel, je pense que c'est jusqu'à présent au niveau master. Voilà. Justement, le Burkina aujourd'hui, le gouvernement est dans cette politique aussi de spécialisation, et ça aussi c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça permet toujours d'améliorer les compétences du personnel infirmier. Et quand on a un personnel infirmier compétent, ce sont les populations qui vont bénéficier des soins de qualité. Au Burkina, on constate une prolifération, et je ne sais pas si c'est aussi une très bonne chose, des écoles de formation en la matière. Effectivement, ce n'est pas qu'au Burkina, c'est partout en Afrique subsaharienne, si je peux le dire ainsi, ou en Afrique de l'Ouest, même au Sénégal, c'est le même problème. Bon, c'est une situation qui est très déplorable parce que quand même, c'est une question de santé humaine. Quand on se trompe sur la vie, en tout cas d'un individu, on ne peut plus le ramener à la vie. Donc, il faut vraiment du sérieux, de la qualité. Mais bon, je pense que ces écoles aussi ne s'ouvrent pas comme ça au hasard. Certainement, ils obtiennent des autorisations d'ouverture. Peut-être le gouvernement pourrait Après, c'est quelle qualité de contenu on y met dans la formation, voilà. C'est tout cela la question. C'est ça. Peut-être que bon, le gouvernement pourrait voir la procédure d'ouverture de ces écoles et puis peut-être mettre en place une structure qui va en tout cas faire un suivi de ce qui se passe dans ces instituts pour qu'ils remplissent les cahiers des charges, pour assurer une formation de qualité. Parce que vraiment, il s'agit de la vie humaine. Il faudra donc en prendre avec beaucoup de sérieux. La question de la gratuité des soins, c'est une politique actuellement qui est mise en œuvre au niveau du Burkina Faso. La gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, personnellement, je pense que c'est une belle initiative, c'est bien. Mais est-ce que l'État a la capacité de supporter, en tout cas, ce programme-là? C'est toute la question. Le problème, surtout pour les infirmiers qui sont au contact justement régulier avec les patients ou les accompagnants de malades, à la limite, ils ont comme l'impression qu'on met en conflit, on les met en conflit avec ces patients-là parce qu'on fait croire que c'est gratuit, mais la réalité, elle est tout autre parce qu'il y a tout le temps des ruptures de médicaments. Vous êtes obligé de délivrer des ordonnances, le patient est obligé d'aller ailleurs chercher du médicament, mais à ses propres frais. Et c'est là toute la difficulté avec le personnel soignant. Bon, en fait, je pense que là, il faut peut-être communiquer. Tout est dans la communication avec le patient. Il faudra l'expliquer en cas de rupture de produit. En tout cas, que ce n'est pas du fait du personnel infirmier. Leur expliquer exactement c'est quoi la gratuité des soins. Peut-être que la presse aussi les médias peuvent jouer ce rôle-là. Travailler à faire comprendre aux populations
quand on dit gratuité de soins, c'est quoi exactement? Ça pourrait peut-être aider aussi à éviter ces moments d'incompréhension entre le personnel infirmier et les patients. Le cas du Sénégal, que dire justement? Est-ce que ce type de politique existe? Comment ça fonctionne? Bon, ce type de politique existe parce qu'il y avait ce qu'on appelait aussi le plan Sésame. Je ne sais pas s'il est toujours en cours parce que bon, je ne suis plus dans les structures publiques. Le plan Sésame, c'était quoi? C'était un programme destiné aux personnes âgées. Les personnes âgées et les personnes à la retraite qu'on traitait gratuitement au niveau de l'hôpital. Mais les hôpitaux se sont retrouvés avec des dettes impayées de l'État, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas fonctionner correctement. Donc certains hôpitaux même actuellement refusent de prendre les patients de cette tranche d'âge-là gratuitement. Il y en a carrément qui refusent de prendre. Il y en a qui continuent, ceux qui ont jusqu'à présent les moyens de subsister continuent. Mais je sais qu'il y a des difficultés aussi dans ce domaine-là. C'est là toute la réalité. C'est ce qu'on craint aussi au Burkina, pour ce qui est de l'assurance maladie universelle, par exemple, qui est en train d'être mise en œuvre. Bon, je pense qu'en toute chose, il faut prendre le temps de réfléchir, de comprendre, d'avoir la bonne stratégie. S'il y a la bonne stratégie, une bonne communication, ça pourrait marcher. Mais si on se précipite, on ne met pas, comme on dit, les moyens qu'il faut, la communication qu'il faut, quelque part plus tard, ça peut avoir, en tout cas, on peut rencontrer des difficultés. C'est aussi cette politique de fonction politique, de fonction publique hospitalière, justement question de revaloriser ce personnel-là, qui est aussi en cours, qui est demandé par les organisations syndicales au niveau du Burkina, de la santé. Oui. C'est important à votre avis, justement? Oui, c'est important parce que, bon, tout travailleur, en tout cas, a pour souhait d'évoluer dans son domaine d'activité, dans sa profession. Donc, c'est tout à fait normal que le personnel de santé demande des conditions, l'amélioration de leurs conditions d'exercice et à avoir aussi une carrière. C'est tout à fait normal, mais peut-être il faudra essayer peut-être de demander ce qui est faisable, parce que nous sommes un pays à ressources limitées et il faut demander ce qui est supportable par l'État. Mais c'est tout à fait normal que le personnel des établissements de santé demande vraiment à avoir une carrière comme ils le souhaitent. La réalité, c'est que beaucoup d'agents publics désertent leur poste au profit des cliniques privées, des centres privés. Effectivement, ça aussi c'est une réalité, mais on pourrait réfléchir à trouver des solutions. Parce que bon, demander aussi au personnel de santé carrément de ne pas aller au niveau du privé, ça va être un peu difficile parce que les émoluments ou en tout cas les salaires au niveau de la fonction publique ne suffisent pas. Voilà, on connaît les salaires au Burkina, donc c'est tout à fait normal qu'ils cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Mais maintenant, peut-être il faut voir comment trouver en tout cas une solution pour pouvoir faire les deux. S'il faut peut-être par rapport à des heures, permettre à un certain niveau, à un certain personnel de telle heure à telle heure, vous travaillez à l'hôpital et ensuite vous avez la possibilité d'aller aussi dans les cliniques à telle heure. En tout cas, il faut trouver un moyen qui va permettre la faisabilité des deux. Mais dire qu'il faudra carrément interdire, bon, on peut le faire, mais on risque de voir le personnel de santé carrément fuir le public. Et pour aller au privé, parce que là, c'est beaucoup plus bien payé. Voilà, et au niveau du privé, tout le monde n'a pas les moyens aussi pour aller se faire soigner là-bas. Voilà, c'est toute la problématique. On va fermer la parenthèse santé pour parler de la diaspora, puisque vous êtes la présidente justement de l'association Diafaso, l'association des Burkinabés de la diaspora. Alors, le poids de la diaspora burkinabé au Sénégal, comment vous l'estimez? Elle est importante, cette diaspora? Oui, elle est importante. Bon, je n'ai pas une idée exacte du chiffre, mais quand même, il y a beaucoup de Burkinabés au Sénégal. Surtout après la crise en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de services, d'expatriés du monde occidental qui se sont retrouvés au Sénégal. Et en général, les Burkinabés travaillent
dans les domiciles. Donc, beaucoup se sont retrouvés aussi au Sénégal. Et au Sénégal également, nous avons les institutions telles que la BCAO, la SECNA. Donc, on a beaucoup de Burkinabés aussi qui travaillent dans ces institutions-là. Sans oublier que beaucoup aussi vont dans le cadre des études. Voilà, surtout. On a une forte communauté de Burkinabés estudiantines. Parce que, bon, depuis longtemps, le Sénégal, la plupart de nos cadres ici ont eu à faire leurs études à l'université Cheikh Anta Diop, qui était l'université pratiquement de l'Afrique occidentale française. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, bon, nos étudiants pensent qu'il faut toujours aller étudier là-bas parce que c'est mieux qu'au Burkina. Mais ce n'est pas toujours évident. Voilà, nous qui sommes là-bas, nous en savons quelque chose. Quelquefois, étudier au Burkina, ça vaut mieux que d'aller dans certains pays de la sous-région. Ça coûte cher, le Sénégal. Ça coûte cher, le Sénégal. C'est pourquoi souvent, bon, des fois j'entends les Burkinabés se plaindre, mais honnêtement, nous avons un pays béni, ça il faut le dire. Je ne connais pas toute la sous-région ouest africaine, mais je sais que c'est l'un des pays où, avec 500 francs, on peut se nourrir toute la journée. Au Sénégal, 500 francs, c'est le prix du déjeuner. Et c'est le moins cher, le prix le plus bas. Sinon, si vous voulez, en tout cas, ça, le plat de 500, c'est au niveau des gargotes, au bord de la route. Sinon, rentrer dans un restaurant et manger, ça commence à 1000 francs jusqu'à 15 000. Et ce n'est pas donné à tout le monde. La vie est chère, le loyer est cher. Et voilà un pays où vous pouvez voir une famille, toute une famille, papa, maman et enfants, dormir dans une seule chambre entrecouchée. Nous, au Burkina, ici, on n'a pas ça. En tout cas, personnellement, je n'ai pas encore vu une situation où papa, maman et enfants dorment dans une seule pièce. Nos étudiants qui partent étudier là-bas, ils savent. Une pièce avec une seule pièce, ce qu'on appelle studio, avec une cuisine, une petite cuisine, c'est pas moins de 75 000. 75 000 francs, c'est une mini-villa à Ouagadougou ici. Tout à fait. Pourtant, le ciment coûte moins cher au Sénégal. Le sable coûte moins cher au Sénégal. Le fer coûte moins cher au Sénégal. La construction est moins chère qu'au Burkina. Cependant, le loyer est plus élevé qu'au Burkina. Deux chambres, c'est tellement la demande. Voilà, parce que bon, au Sénégal, les Sénégalais sont beaucoup concentrés à Dakar, dans la ville de Dakar. Alors que la ville de Dakar, c'est une presqu'île. Tous les trois côtés, il y a la mer et tout le monde veut habiter. Donc, les gens construisent en étage. Ce n'est pas un luxe là-bas, une maison en étage, parce que les terrains au Sénégal, c'est 150 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est un luxe. C'est pour les grands, comme on dit. Donc, on est obligé de faire une chambre, salon, toilette, cuisine au rez-de-chaussée et les autres chambres en haut. Ensuite, sur la terrasse, on fait la lessive. Et si on veut faire du maraîchage ou bien l'élevage, le bétail est sur la terrasse. Et un petit jardin et le garage. Et les véhicules sont garés au dehors, pour certains même. Parce que même le garage, on le transforme en magasin pour louer à 100 000, 150 000, 200 000. Nous, ici, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Pourtant, bon, on dirait peut-être que l'argent circule, mais en réalité... C'est ce niveau de revenu aussi, les salaires. On le dit, mais il n'y a pas une très grande différence. Parce que les grilles salariales là, de l'Afrique occidentale, il n'y a pas une grande différence. Un infirmier, par exemple, au Sénégal qui vient de sortir, il a 150 000. Peut-être, bon, à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle, il y a certains primes, ce qu'ils appellent le NEPAD. Ils ont 150 000 francs chaque 3 mois, donc ce qui revient à 50 000 francs le mois. Plus les 150, c'est combien? 200. Également, les recettes de l'hôpital ou de la structure, ils ont aussi un pourcentage dedans. Donc, ils tournent autour d'un revenu de 250, peut-être à 300 maximum. Peut-être, bon, les hôpitaux qui payent le plus, ça va aller peut-être à 350. Mais quand vous prenez le coût du loyer, un infirmier ici peut se louer une mini-villa de 2 chambres salon. Mais au Sénégal, si vous voulez 2 chambres salon, en tout cas dans la ville de Dakar, vous allez débourser un minimum de 100 000 à 200 et quelques. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Avec votre salaire de 250, votre revenu de 250,
vous serez obligé de louer peut-être une chambre salon. Donc c'est difficile. Le gaz, il n'y a pas de transport, mais il est plus cher au Sénégal qu'ici. L'essence coûte plus cher au Sénégal qu'ici, alors qu'il n'y a pas de transport à faire dans la ville de Dakar. Et la difficulté aussi est liée au fait que au Sénégal, on ne consomme pas local comme au Burkina Faso. Donc, l'alimentation et les produits consommés pratiquement sont importés. Le riz est importé, l'huile est importée. Même dans les villages les plus reculés, on mange le riz importé, l'huile importée. Donc, finalement, ça revient cher. Donc, pour ceux qui ont eu à faire un tour, en tout cas là-bas, ils savent que la vie au Sénégal est chère par rapport au Burkina. C'est vrai que le débat aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix de carburant au Burkina de 115 francs. Voilà. Tout le monde le crie, c'est une réalité. 115 francs, c'est assez énorme quand même. Oui, c'est énorme. C'est énorme, c'est vrai. Et puis, on comprend aussi les populations. Quand on n'a pas assez de revenus, c'est difficile. Mais aussi, bon, il faudra tenir compte aussi des revenus aussi de l'État burkinabé. Est-ce que l'État peut supporter les charges ou pas? Bon, tout dépend aussi, c'est une question de vision, de compréhension. Alors, prenons le cas justement du Sénégal, vous résidez. Le poids de la diaspora sénégalaise dans le développement du pays, c'est une diaspora qui apporte beaucoup. Bon, qui apporte beaucoup. Bon, il y a, on a des Burkinabés qui sont installés dans la ville de Joal. Je veux parler surtout des Sénégalais vivant à l'étranger, leur rapport dans l'économie sénégalaise. En tout cas, c'est très important. Ils ont une forte diaspora. Ils ont une forte diaspora qui contribue pour beaucoup. La plupart des immeubles que vous voyez à Dakar, c'est la diaspora, hein, très souvent. Sinon, rester à Dakar, même travailler et construire des immeubles, ce n'est pas trop évident. Mais ils ont une forte diaspora qui en tout cas, contribue beaucoup. Peut-être qu'il y a une politique derrière qui permet de capter les ressources de la diaspora? Bon, une politique, je ne sais pas trop. Mais je sais que... Ou c'est une diaspora qui reste très attachée au pays? Voilà, une diaspora qui est très attachée au pays et qui investit beaucoup. Qui investit beaucoup parce que, bon, le Sénégalais, quand il sort, il s'arrange à ce que, à son retour, qu'il ait un toit chez lui. Voilà, et pour ça, vraiment, ils sont à féliciter. La diaspora sénégalaise se bat pour le Sénégal. Alors, nous également, on a une forte diaspora, oui, justement, à l'étranger. Est-ce que vous avez l'impression que cette diaspora burkinabé, elle est suffisamment valorisée? Bon, actuellement, je dirais oui. Étant donné que, bon, il y a eu le premier forum national de la diaspora qui a été organisé en juillet 2018. Sous l'initiative du président de la République qui a invité vraiment les compatriotes à contribuer au développement du pays. Donc, quelque part, je me dis qu'il a tendu la main à la diaspora. Il appelle la diaspora burkinabé de faire quelque chose, en tout cas de contribuer à au développement de la mère patrie. Je pense que quelque part, la diaspora, en tout cas, est valorisée. Voilà. Et puis bon, on a vu aussi avec les élections que pour 2020, il est prévu que la diaspora aussi puisse dire son mot. Donc quelque part, bon, on voit qu'on commence à considérer la diaspora, à valoriser la diaspora. Bon, ça c'était un fait, c'était un constat. Voilà. Au Sénégal, vous n'avez pas ce problème de carte consulaire? Bon, au Sénégal, nous n'avions pas les cartes consulaires biométriques. Donc nous n'avons pas ce problème-là. Nous trouvons peut-être que, bon, ce que nous trouvons de positif, peut-être, c'est le fait que les enfants qui sont nés au Sénégal, qui n'avaient pas les pièces d'identité, qui n'avaient pas de passeport, peut-être avec cette loi-là, ils auront l'occasion peut-être d'avoir ces documents-là. Donc, c'est le côté positif que je vois dedans. Mais bon, par rapport à si elle est bonne ou pas, ça, je ne compte pas me prononcer là-dessus parce que là, bon, en fonction des bords politiques, on l'interprète autrement. Mais c'est que nous, en tout cas, diaspora au Sénégal, voyons du positif dedans. C'est le côté, le fait qu'on pourra, en tout cas, se procurer de ces documents d'identité burkinabé. Parce qu'ils sont nombreux là-bas, qui sont nés, mais qui n'ont pas de papier burkinabé. C'est l'occasion pour eux d'en avoir.
Voilà. Et donc, vos attentes surtout, c'est que l'État fasse en sorte que le maximum de Burkinabés de la diaspora puisse Voilà. effectivement avoir ces documents de votation. Voilà. Bon, effectivement, puisque c'est ce qui a été retenu, que maintenant que l'État met tous les moyens qu'il faut pour que tout le monde puisse avoir ces documents-là et être sur la liste pour pouvoir voter. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu ce forum de la diaspora, c'est important pour vous. Ça vous a permis de vous retrouver au pays pour discuter des problèmes de la diaspora et voir comment vous pouvez donc apporter votre contribution à la mise en œuvre du programme national de développement économique et social PNDS, au développement du Burkina à tout court. Mais pour cela, il faut créer le cadre, justement, un cadre propice pour permettre à la diaspora d'investir. Comment vous envisagez les choses à ce niveau? Comment vous voyez ce travail-là, cette politique visant effectivement à créer le cadre pour permettre à cette diaspora? Pour vous, quels sont les blocages aujourd'hui? Bon, les blocages, bon, lors du forum, ce qu'on a pu comprendre, c'est surtout notamment aux différents documents administratifs. Bon, il y en a qui ont trouvé que quand on a besoin d'un document, ça peut prendre du temps. Alors qu'on n'a pas assez de temps, quand on vient en vacances, on n'a pas assez de temps. Bon, il y en a qui ont déploré en tout cas cet état de fait-là. Mais bon, on nous avait promis en tout cas qu'il y aura des mesures qui vont être prises pour en tout cas essayer d'améliorer cet état, de trouver des solutions par rapport à ce problème-là. Et on nous avait présenté également les potentialités du pays, les domaines au niveau desquels la diaspora peut en tout cas investir. Voilà, donc on a trouvé ça bien. Et bon, au niveau le jour des échanges que nous avons eus avec le président du Faso, voilà, donc moi j'ai eu à prendre la parole pour faire une proposition. Parce que le thème, effectivement, c'était contribution des Burkinabés de la diaspora au développement du Burkina Faso. On constate que la diaspora burkinabé envoie, mais très souvent, c'est pour les baptêmes, les décès, les mariages. C'est bien, mais ça ne permet pas, en tout cas, de contribuer activement au développement du pays. Alors donc moi j'ai fait une proposition, vu notre nombre au niveau de la diaspora, bon le jour-là j'ai estimé ça à 10 millions, c'est un chiffre que j'ai donné comme ça, parce que bon, je ne sais pas s'il est exact ou pas. Donc j'ai dit que si chaque Burkinabé de la diaspora donnait 1000 francs par an, ce qui fait moins de 100 francs le mois, moins de 100 francs le mois, multiplié par 10 millions, ça fait 10 milliards. Et 10 milliards chaque année, on peut investir ça dans des projets, et notamment les projets agricoles dans le domaine de l'agriculture, de l'hydraulique. En tout cas, quelque part, au fil des ans, ça pourrait contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Parce que l'année dernière, il y a une partie du territoire qui a connu la famine. Pas parce que nos braves paysans ne veulent pas travailler ou n'aiment pas travailler la terre, mais ils ont été confrontés au choc pluviométrique. Donc, cette année, la pluviométrie a été bonne. On espère qu'il y aura de bonnes récoltes. Mais rien ne nous garantit que les années à venir, on ne connaîtra pas ce qui s'est passé l'année dernière. Et la cause fondamentale, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de ressources en eau pour pouvoir, en tout cas, sécuriser les productions agricoles. Donc, nous, en tout cas, à partir de notre association Dia Faso, l'objectif, c'est ça, d'interpeller les Burkinabés de la diaspora à cotiser pour qu'on ait un fonds de soutien de la diaspora, investir dans des projets du domaine agricole, éducation et santé. Et justement, pour que cela se fasse, il faut que la diaspora soit organisée. Et la diaspora trouve un intérêt justement à apporter cette contribution. Effectivement. Donc, en fait, nous sommes des Burkinabés, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est au niveau du forum. Les membres de Dia Faso, les membres qui composent le bureau, on ne se connaissait pas avant. Tout est parti du forum. Alors, à partir de l'idée que moi j'ai lancée, alors, une fois à Dakar, il y a beaucoup de Burkinabés de la diaspora qui m'ont interpellé. Même ceux de l'intérieur m'ont interpellé, ils m'ont dit, bon, madame, vous avez fait une proposition qui est vraiment bien, mais ne vous limitez pas
juste aux déclarations. Faites quelque chose pour que vraiment ensemble, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays. J'avoue effectivement que tout à fait au début, bon, j'ai parlé, mais je n'avais pas mesuré, je ne m'attendais pas à ce que ça ait un écho favorable. Parce que tout de suite, quand j'ai parlé, la presse a relayé l'information, les réseaux sociaux. Et il y avait de très bons commentaires, les gens ont apprécié. Alors donc, bon, la pression, je peux dire, a été forte. J'ai reçu des appels. Finalement, bon, je me suis dit, pourquoi pas faire une proposition. Alors, j'ai donc rédigé un draft de projet de collecte de fonds, mais en tenant compte de la transparence dans la collecte et dans l'utilisation du fonds. J'ai proposé ce projet à l'équipe du Sénégal, qui a aussi lu et fait des amendements. Et après ça, les participants au forum de la diaspora ont créé un groupe WhatsApp. On a créé un groupe WhatsApp d'environ une centaine de personnes. J'ai laissé ce projet dans ce groupe WhatsApp. Alors, les compatriotes ont téléchargé le document, l'ont lu et ils l'ont trouvé bon. Et quand j'ai fait, par rapport au projet de collecte de fonds, j'ai pensé à la stratégie. Parce que je me suis dit qu'une seule personne ne peut pas ouvrir un compte et demander à toute la diaspora de contribuer. Par contre, une structure peut en tout cas porter ce projet-là. Et étant donné que l'idée est née au forum, alors j'ai demandé en tout cas aux participants qui sont dans le groupe qu'on en fasse en tout cas notre initiative. Et après, on va essayer de mobiliser la diaspora pour adhérer à nos objectifs. Donc, j'ai proposé une stratégie de collecte dans la transparence. Qu'est-ce que cela signifie? On crée une association. Dans cette association, on trouve en tout cas un représentant de chaque zone pour représenter la diaspora. Ensuite, on ouvre un compte bancaire au Burkina. Déjà, l'association, on la crée au Burkina. Parce que la plupart des associations des Burkinabés de la diaspora sont du droit des pays hôtes. Donc, on crée une association au niveau même de la mère patrie. On ouvre le compte au Burkina Faso. Et après, on publie le compte. Quiconque voudra, en tout cas, contribuer, sait où il faut, par quels moyens passer pour contribuer. Maintenant, c'est une question d'argent. Comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faudra en tout cas prouver aux gens qu'il y a une bonne volonté derrière, qu'on va utiliser, qu'on va être transparent par rapport à la collecte, mais par rapport également à l'utilisation. Donc, nous avons pris attache avec une banque qui nous a garanti qu'elle peut nous donner périodiquement les relevés bancaires pour qu'on puisse publier sur un site web ou sur notre page Facebook, de telle sorte que quiconque aura mis quelque chose, qu'il aille trouver en tout cas les traces au niveau du relevé bancaire. Ça, c'est par rapport à la transparence dans la collecte. Maintenant, par rapport à l'utilisation du fonds dans la transparence, nous avons dit que, étant donné que la diaspora contribue, il faut qu'elle ait aussi son mot à dire. Donc, il faut une organisation derrière. Donc, l'association a un bureau exécutif, mais nous avons comme organe aussi un conseil national. Et le conseil national, c'est quoi? Nous avons voulu que ce soit non seulement les participants, ceux qui ont eu à participer au Forum national de la diaspora 2018, mais que ce soit aussi les présidents d'associations burkinabés de la diaspora qui vont partager notre idée, qui vont adhérer à nos objectifs. Je profite de préciser ici que quand on dit association des burkinabés de la diaspora, ce n'est pas une fédération des associations des burkinabés de la diaspora. C'est tout simplement une association qui s'est donnée comme mission de prendre attache avec les différentes associations des burkinabés de la diaspora dans le cadre d'un objectif précis. Parce que l'union dans l'action, 1000 francs c'est peu, mais si on met ensemble, ça devient quelque chose de consistant. Chaque année, on investit, on réalise des projets. Au fil des ans, ça peut avoir un impact très important sur l'économie même, le développement même du Burkina Faso. Donc en fait, c'est ça l'idée. Maintenant, il s'est trouvé que, bon,
au niveau du forum, il y avait les délégués au CSBE et il y avait des personnes ressources de la diaspora burkinabé qui avaient été conviées. Voilà, donc ces délégués au CSBE-là sont des personnes qui ont été élues par la communauté pour les représenter. Donc nous avons trouvé qu'au niveau du Conseil national, on peut en tout cas demander leur contribution pour parler au nom de la diaspora. Ce n'est pas une affaire des délégués CSBE. Mais étant donné qu'ils sont les représentants de la diaspora au niveau de leur communauté, ils peuvent constituer le Conseil national. En plus également des présidents d'associations qui vont adhérer aux objectifs de Diafaso, ils peuvent aussi être membres du Conseil national. Parce que les Burkinabés qui vont contribuer pour ce fonds, on a estimé ça à environ 10 millions de Burkinabés. Maintenant, on ne peut pas convier 10 millions de Burkinabés pour une assemblée générale. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, nous avons pensé à circonscrire cette assemblée générale que nous avons appelée Conseil national. Et maintenant, ce Conseil national-là va être constitué des représentants de la diaspora. Et ces représentants-là, ça peut être des présidents d'associations, ça peut être des délégués CSBE, ça peut être d'autres personnes ressources parce qu'au niveau de certains pays, il n'y a ni délégué au CSBE, il n'y a ni président d'association. Mais il y a des personnes ressources qui influencent beaucoup dans la communauté, qui pourraient aussi être membres de ce conseil national. Maintenant, ce n'est pas le bureau en fait qui décide. Le bureau exécutif ne décide pas. C'est ce conseil-là qui va en tout cas donner son avis par rapport au type de projet à financer, étant donné qu'ils sont les représentants de ceux qui ont contribué. Tout à fait. Voilà. Et justement, c'est vrai que l'idée, elle est pertinente, et avec effectivement cette volonté de transparence derrière. Le problème aussi de notre diaspora, c'est qu'il faut le dire clairement, c'est une diaspora aussi qui est quelque peu divisée. Hein. Il y a trop de débats autour, avec toutes ces multitudes d'associations, si bien que justement, quand vous avez lancé cette association Diafaso, vous avez vu toute la polémique que ça a suscité quelque part sur les réseaux sociaux. Certains se sont demandé encore une association, pourquoi faire? Il y a déjà plein d'associations au niveau des différents pays d'accueil. Il y a les délégués CSBE. Pourquoi encore créer une association justement? Bon, en fait, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'association, ce n'est pas qu'on l'a voulu. Il y a 4 mois de cela, je dirais, quelqu'un m'aurait dit qu'aujourd'hui, on allait créer une association dénommée Association des Burkinabés de la diaspora. Moi, je ne croirais pas. C'est comme je vous ai dit, tout est parti du fait que moi, j'ai parlé de 1000 francs par personne au niveau de la diaspora. Donc, des gens se sont mobilisés autour de moi pour qu'on puisse concrétiser l'idée en mettant en place un fonds de soutien de la diaspora. C'est uniquement ça. L'association n'est pas une association qui coiffe. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas aussi. Défendre les intérêts des Burkinabés de la pas diaspora. Non plus. Ce n'est pas non plus ça. L'objectif est bien. L'objectif, c'est uniquement une structure pour en tout cas travailler à mobiliser les Burkinabés de la diaspora pour contribuer à ce fonds-là. Parce que c'est de l'argent public, il faut une structure bien organisée pour gérer et rendre compte. C'est uniquement ça. Mais ce n'est pas une affaire de délégué CSBE, ce n'est pas une affaire parce que jusque-là, ce n'est pas pour faire de la concurrence. Voilà, nous sommes très conscients que le Burkinabé aime beaucoup les NAM, chacun veut être leader dans son coin. Nous respectons ça. Donc ce n'est pas en fait une question de coiffer qui que ce soit, ce n'est pas ça. C'est juste une structure composés de Burkinabés qui sont en tout cas animés de bonne foi, qui veulent voir leur pays se développer. Alors nous avons mis en place ce fonds-là. Maintenant, tout Burkinabé en tout cas qui se sent concerné, qui est convaincu, qui veut contribuer, ben, il y a un compte qui est là, il peut contribuer. Maintenant, plus tard, on va mettre en ligne notre site. Les gens pourront trouver toutes les informations qu'ils veulent sur ce site web-là.
Parce que le succès justement de Voilà. ce type d'opération repose sur la transparence. Sur la transparence. Et là, effectivement, comme je l'ai sous mes yeux, effectivement, ce relevé d'identité bancaire déjà, où Voilà. le compte est bien clair, Est clair. où chaque Burkinabé pourra contribuer. C'est vrai que vous avez fait une estimation de 10 millions. C'est vrai qu'il faut le reconnaître, ça va au-delà de ça, la diaspora Voilà, burkinabé. c'est ça. Du coup, effectivement, 1000 francs, mine de rien, par an, c'est quelque chose à la fin. Ouais. Ce sont des milliards qui peuvent servir effectivement à développer des secteurs précis au niveau du Burkina. Burkina. C'est cela aussi qu'on attend de la diaspora. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, la diaspora, c'est vrai qu'au niveau de chaque pays, il y a des associations, comme vous avez dit, des unions. Mais chacun agit de façon individuelle. Donc, on ne peut pas voir l'impact tantôt des hôpitaux, tantôt des écoles. Nous avons proposé, nous sommes un pays qui se veut indépendant. Nous avons l'habitude de bomber la poitrine partout, que nous sommes le pays des hommes intègres. Mais pour être intègre, il faut manger d'abord à sa faim. Alors donc, nous nous sommes dit que si la diaspora se met ensemble, cible un axe stratégique de développement, qui est le domaine de l'agriculture, tout part de l'eau et de la terre. S'il y a de l'eau, on développe l'agriculture, la pisciculture et même l'élevage. Si on développe l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, on participe à la création d'emplois. Qui participe à la création d'emplois parle également de revenus pour les populations. Les populations qui ont des revenus n'auront plus tendance à venir en ville. Et ils auront également de quoi payer la scolarité des enfants. Donc, on a aussi un impact sur l'éducation. Sur la santé sur aussi. Sur l'autonomisation aussi des femmes. Si les femmes, il y a de l'eau pour faire l'agriculture, ben, elles pourront se prendre en charge aussi. Nous avons également dit que, vous voyez par exemple le secteur de la santé, nous avons des hôpitaux, l'hôpital Yalwado, Ouedraogo, Souro, Sanou, très souvent en manque de gaz butane, en manque de ceci, en manque de cela. Des plateaux techniques. Des plateaux techniques vraiment qui ne répondent pas aux normes. Bon, ce fonds-là aussi, on pourrait prévoir un pourcentage, par exemple, pour aider ces hôpitaux-là. Parce que même nous, quand on va venir au pays, quand on vient en vacances au pays, c'est pas évident que quand on sera malade, on pourra aller dormir à la clinique. Donc, certains parmi nous auront à aller dans ces hôpitaux-là pour se faire soigner. Donc, si on a un fonds qui peut aussi nous aider le pays dans ce sens-là, c'est aussi en tout cas quelque chose de positif. Voilà, donc c'est ça notre vision, hein, contribuer au développement du Burkina. C'est uniquement ça, c'est ça seulement qui nous anime. On peut dire donc que le forum a quand même déjà suscité ce grain d'étincelle-là qui est en train de faire donc tache d'huile à travers déjà cette action. Là, c'est du concret là qu'on a fait. Voilà, c'est du concret parce qu'on a dit contribution. Moi, j'ai dit, bon, on pourra en tout cas montrer concrètement ce que la diaspora a fait. Au départ, j'ai parlé de barrage de la diaspora parce que comme j'ai dit, je cible toujours le domaine de l'agriculture. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit un pays indépendant et qu'on ne puisse vraiment pas manger à notre faim. Travaillons d'abord à ça et après le reste viendra. Quand on a une production agricole abondante, on pourra penser à l'industrialisation après. Mais travaillons parce que le problème du Burkina, c'est l'eau. On n'a pas assez d'eau, ce qui fait défaut, ce qui fait qu'on ne peut pas produire en quantité. Donc travaillons à rendre l'eau disponible. Et nos braves populations, nos braves paysans vont faire le reste du travail. Voilà. Donc, c'est uniquement dans ce contexte-là que nous avons créé cette association. Il n'y a pas un autre objectif derrière. Nous sommes venus officiellement créer l'association durant cette semaine. Après ça, chacun rentre chez lui. Et on attend, d'ici un an, on revient pour voir qu'est-ce qu'on a pu collecter. On convoque le Conseil national qui va en tout cas se prononcer par rapport au type de projet qu'on peut financer. Au départ, on a dit barrage, mais bon, nous avons, durant notre semaine, rencontré les techniciens du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Agriculture, de l'eau et de l'assainissement, pour qu'ils puissent vraiment, en tout cas, nous édifier par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc, au départ, nous, on avait parlé du barrage de la diaspora, mais bon, ils nous ont fait comprendre que pour construire des barrages, premièrement, pour faire déplacer les populations, il faut les dédommager. Le montant même du fonds, la moitié peut aller dans ça.
Ils nous ont fait comprendre qu'il y a d'autres, en tout cas, stratégies moins coûteuses et qui peuvent impacter positivement. Ils nous ont parlé, par exemple, de boulis, qui sont des retenues d'eau qui ne coûtent pas cher pour chaque paysan. Ils nous ont parlé de bassins de rétention, bassins de collecte ou de rétention des eaux de ruissellement. BCR, je pense que c'est comme ça qu'ils ont appelé. Quand il pleut, on récupère l'eau de ruissellement pour que, en cas de déficit pluviométrique, le paysan puisse utiliser cette eau-là pour arroser, pour sécuriser sa production. Ils nous ont parlé également de possibilités de faire des fourrages en plus de ces bassins-là, parce que c'est des bassins où l'eau ne s'infiltre pas. Donc, on peut aller chercher l'eau souterraine déversée dans le bassin et ensuite l'utiliser non seulement pour faire de l'agriculture, mais pour les animaux. Et la pompe aussi peut servir d'eau potable pour la boisson des populations. Donc, ils nous ont fait ces propositions vraiment concrètes. Donc, on peut ne pas forcément faire des barrages tout de suite. On peut déjà commencer par ça et c'est des infrastructures apparemment qui ne coûtent pas trop cher. 1 million pour un bouli ou un BCR. Donc, c'est ça qu'en tout cas qu'ils nous ont dit. Donc, on peut essayer de voir, en tout cas, dans quelle mesure on peut aider à la réalisation de ce type de projet, parce que nous ciblons vraiment les populations au niveau des zones rurales. Voilà. C'est là-bas qu'il y a la pauvreté. Tout à fait. Voilà. Et là, comment, de retour au pays, comment Diafaso fait pour continuer effectivement à mobiliser la diaspora par rapport à cette contribution? Parce qu'une chose est d'adhérer, une chose est de dire l'initiative elle est pertinente, mais après, comment on continue de façon permanente de mobiliser cette diaspora par rapport à cette contribution? Voilà, parce qu'au niveau du forum, les gens qui ont quand même participé au forum sont je peux dire, des représentants de la communauté. C'est des gens pour qui la communauté a de l'estime pour la plupart, ou qui ont été élus, le cas des délégués CSBE. Et en général, au niveau même des ambassades, quand il y a une information qui vient du pays, les ambassades passent par eux pour relayer l'information. Donc, les délégués CSBE, les présidents d'associations, nous comptons beaucoup sur eux pour faire passer l'information au niveau des différentes communautés. C'est ça la mobilisation. Nous comptons également utiliser les réseaux sociaux, également pour sensibiliser. Nous avons notre site web aussi. Et puis nous avions souhaité rencontrer le président du FASO, mais il s'est avéré qu'il a un agenda très chargé parce que lui aussi, il se déplace et à chaque fois qu'il se déplace, il rencontre la diaspora. Il pourrait par exemple aider à faire la promotion de ce fonds-là durant ses communications. Les ambassades aussi peuvent être... Les ambassades aussi, parce que le projet de collecte de fonds, parmi les acteurs, moi j'ai précisé les présidents d'associations, j'ai précisé les délégués CSBE, j'ai précisé toute personne ressource qui a de l'influence dans la communauté, j'ai précisé également les ambassadeurs, les consuls, etc. J'ai proposé tout ça. Tout le monde, en tout cas, peut contribuer à faire la mobilisation, à faire la sensibilisation, à participer à la mobilisation. Maintenant, peut-être autre chose que je voudrais préciser. On demande aux Burkinabés de la diaspora qui veulent vraiment contribuer de faire le dépôt directement dans le compte, de ne pas passer par quelqu'un d'autre. Parce que nous n'avons envoyé personne d'aller collecter 1000 francs pour ensuite aller verser. Nous savons très bien que l'argent est source de tentation. Voilà, quelqu'un peut dire que oui, bon, j'étais au forum, je fais partie des initiateurs, donnez-moi. Et après, il ne verse pas. Nous n'avons envoyé personne de collecter les fonds. Nous demandons à tout Burkinabé qui veut contribuer de faire le dépôt lui-même dans le compte. Ou peut-être dans le cadre des associations qui sont des organisations où il y a un président, il y a un président, il y a un trésorier. Ils peuvent cotiser dans le cadre d'une association et maintenant le trésorier va faire le versement ou le président en ce moment qu'il s'assure que le montant qu'ils ont cotisé, c'est bel et bien ce montant que leur président d'association ou leur trésorier a versé dans le compte. Et je rappelle aussi que c'est du volontariat. Personne n'est obligé. Ceux qui croient, qui adhèrent, ils peuvent nous faciliter la tâche en nous contactant.
comme aussi nous allons après faire ce travail-là, prendre à tâche, à partir des ambassades, on va demander à ce qu'ils nous donnent la liste des associations au niveau des communautés, où les délégués aussi pourront peut-être nous aider, ou toute personne de bonne volonté vont nous aider à avoir la liste des associations avec leurs contacts. Nous allons les contacter et leur expliquer notre vision et leur demander en tout cas de contribuer. L'idée est noble, nous sommes de bonne foi, nous voulons tout simplement contribuer vraiment à ce que, en tout cas, ce pays-là qui nous est si cher, puisse un jour sortir de la misère. Et il est clair aussi que ce n'est pas accompagner un gouvernement quelconque, ce n'est pas pour accompagner des acteurs politiques quelconques, c'est pour accompagner le Burkina tout court. Parce que il faudrait que nous, Burkinabés, nous comprenions que de Maurice Yaméogo à Roch-Marc Christian Kaboré de nos jours, il y a eu plusieurs présidents, il y a eu plusieurs premiers ministres, plusieurs députés, plusieurs maires. Et il y en aura d'autres encore. Mais le Burkina, il était là hier, il est là aujourd'hui et sera là demain. Donc, au-delà de nos divergences politiques-là, il faut que nous apprenions à nous mettre ensemble pour construire notre pays. C'est le plus important. Est mieux placé pour comprendre ça. Voilà. C'est plus important parce que quand on sort, chacun veut aller à l'étranger. Mais à l'étranger, en Europe, les Européens ont travaillé leur pays. Il faut que nous aussi, on travaille chez nous pour que plus tard, les générations futures, quand ils sortent là, c'est pour aller visiter, faire du tourisme et revenir, mais pas forcément pour aller rester. Voilà. Donc, la construction de la nation, ce n'est pas le travail ou la responsabilité ou encore le devoir d'une personne donnée. C'est une affaire de tout le monde. Chacun peut, en tout cas, de par sa position, contribuer. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous tous. Le Burkina n'appartient pas seulement au gouvernement, ça n'appartient pas seulement au président. Le Burkina n'appartient pas seulement aux partis politiques, n'appartient pas seulement aux organisations, ça appartient à tous les Burkinabés. Donc tous les Burkinabés doivent travailler à ce que ce pays-là avance. Nous, Dia Faso, on ne s'intéresse pas à qui détient les rênes du pouvoir. Quel que soit le parti qui est au pouvoir ou sera au pouvoir, franchement, c'est de l'importance. Nous n'accordons pas une importance à ça. Voilà, les partis politiques peuvent lutter pour la conquête du pouvoir. Nous, la diaspora, quel que soit le président qui sera là, quel que soit le parti dont il sera issu, ça importe peu. Nous, ce qui nous importe, c'est notre pays. Voilà. Nous sommes en fin d'émission. Malheureusement, le temps passe très vite. Oui. C'est un exercice classique dans cette émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Alpha Bari, chef de la diplomatie burkinabé. Bon, je pense que c'est un ministre quand même qui se bat pour faire rayonner, en tout cas, l'image du Burkina à l'étranger. Il essaie de donner le meilleur de lui-même. Bon, bien que ça ne soit pas trop facile, mais bon, il fait de son mieux. Paul Kabatcheba, Premier ministre, qui a d'ailleurs fait le Sénégal. Oui, voilà, il fait partie de la diaspora burkinabé au Sénégal. Bon, Paul Kabatcheba, on sent aussi de la volonté, on sent qu'il se bat, mais peut-être quelquefois, bon, la façon de faire, peut-être bon, peut-être souvent peut-être mal interprétée, mais on sent quand même de la volonté. Quelque part, il veut vraiment faire avancer le pays. Pour terminer, voilà. Roch-Marc Christian Kaboré, président de Faso. Voilà, bon, Roch-Marc Christian Kaboré, c'est le président de tous les Burkinabés. Moi, je vois un président qui est devant, en tout cas, une situation pas facile. Le Burkina vient de sortir d'une situation, en tout cas, pas facile. Ailleurs, ça allait être encore plus difficile. Donc, ce qui a amené l'insurrection, c'est quoi? Les gens avaient des difficultés, la vie est chère, etc. Tout de suite, bon, chacun pensait qu'avec un nouveau régime, il y aurait une solution miraculeuse. Tout de suite, tout sera réglé. Et les gens se rendent compte que ce n'est pas ça, effectivement. Donc, quelque part, bon, il y en a qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. Donc, pour un président, ça peut être un peu une charge difficile à supporter. Mais je sens aussi, en tout cas, de la volonté à faire avancer les choses. Et ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie, M. Guébré.
Mesdames, Messieurs, ça sera donc tout pour ce numéro de votre rendez-vous Surface de vérité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de la ville de Dakar. Bonsoir.